Bonjour Christelle. Tom. Nous sommes arrivés au 85e SITREP déjà. Encore 15 et on va fêter le centième, ce qui n'est pas nécessairement une chose très positive, très en positive. soi. Voilà. Ça voudra dire que la guerre aura duré encore 15 semaines de plus, Voilà. ce qui est pas top. Tout à fait. On est le 7 avril, faut-il le préciser. Voilà. 7 avril 2018, donc comme je le craignais, on est revenu sur une tendance à la hausse des bombardements, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 101 reprises. Donc là, on est à bien plus du double de la semaine dernière, on a 2 fois et demi. Durant lesquels l'armée ukrainienne a tiré 120 obus de mortier de 120 et 82 mm, sans compter les tirs de véhicules de combat d'infanterie, les lance-roquettes, les lance-grenades et les armes légères, qui portent le total à 1402 munitions tirées en une semaine. 1402, c'est énorme. On sent très nettement que la situation va déraper dans pas longtemps avec un rythme pareil. En tout cas, ça prend pas le chemin de ce que la trêve de Pâques était censée amener, c'est-à-dire une trêve maximum. C'était ce qui avait été décidé. Ouais. Bon, on voit qu'on n'en prend pas le chemin du tout, donc c'est déjà pas bon, déjà en soi. C'est clair. Ces tirs ont touché 12 localités de la République. Il faut y rajouter 23 violations et 305 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Donc là, on a eu hier, c'était un florilège. J'ai passé une bonne partie de ma soirée donc sur Telegram, donc je rappelle pour nos auditeurs, pour ceux qui veulent suivre les bombardements quasiment en direct, en tout cas quand je suis connecté, je transmets les informations en français sur Telegram aussi rapidement que je le peux. Donc si vous voulez suivre en direct, vous pouvez via ce canal-là. Suite à ces bombardements, 3 habitations et une ligne électrique ont été endommagées à Sakhanka, dans le sud de la RPD, et une habitation a été endommagée à Yasnoye, à côté de Dokuchaïevsk. Niveau bilan humain, 2 soldats de la RPD ont été tués par des tirs de sniper, et ce matin, l'armée ukrainienne n'a rien trouvé de mieux à faire que d'ouvrir le feu avec des armes légères, sont-ils du fusil de sniper, sur le point de passage de Yelenovka, blessant une civile. Donc une balle a traversé son bras gauche, elle a été emmenée à l'hôpital, elle va bien, elle a été soignée. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils tirent sur ce point de passage. Je rappelle qu'il y a à peine, il y a 2 mois en arrière, ils avaient déjà tiré sur un bus, ils avaient fait un mort et un blessé. Là, c'est au même endroit. Et la direction indiquée par la madame qui arrivait depuis le côté ukrainien ne laisse pas de doute. Elle a été touchée au bras gauche. Et à gauche, c'était l'armée ukrainienne. Ouais. Voilà. C'est magnifique. Donc maintenant, les snipers ukrainiens tirent sur les civils dans des voitures au point de passage. Donc d'ailleurs le point de passage a été fermé, si je me souviens bien de ce que j'ai vu comme information passée vite fait avant le SITREP, pour 72 heures suite à cet incident. Donc c'est bien au moment d'un week-end de Pâques, on se retrouve avec un point de passage fermé pour raison de sécurité. C'était peut-être fait exprès justement, pour que ce point de passage soit fermé pendant les fêtes de Pâques. Voilà, c'est très sympa pour les gens qui viennent voir la famille, comme d'habitude. Et à part ça, l'armée ukrainienne, c'est soi-disant des libérateurs. Avec des libérateurs comme ça, moi je dis t'as pas besoin d'ennemis, t'as pas besoin d'occupants. Au niveau armes lourdes, il y en a toujours beaucoup trop sur la ligne de front, bien que moins que la semaine dernière. Puisque cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté 64 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien, à savoir 10 obusiers tractés MST-AB de 152 mm, 3 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 4 canons automoteurs Jetsit S de 152 mm, 10 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 3 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 2 canons anti-chars Rapira de 100 mm, un système de défense antiaérien OSA, 10 chars d'assaut T-64 et T-72, et 21 véhicules de combat d'infanterie, de transport de troupes blindées et auto-mitrailleuses. Et ça, c'est que ce qui est sur la ligne de front et qui a été détecté par les services de renseignement de la RPD. Parce que à peine à quelques kilomètres en arrière, il y en a d'autres, comme ce qui a été détecté là récemment de nouveau par les services de renseignement de la RPD. À savoir que l'armée ukrainienne a installé un obusier automoteur AK-7 152 mm à 9 km seulement de la ligne de contact dans une ferme laitière près de Krasny Pakhar. Je rappelle que ces pièces d'artillerie ne doivent pas se trouver à moins de 15 km de la ligne de front.
Ceci est une violation des accords de Minsk. Mais bon, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. En tout cas, face à ces nombreuses violations des accords de Minsk, l'Ukraine essaye de plus en plus de cacher ces merdes et donc ces violations sous le tapis, en empêchant l'OSCE de faire son travail. Ainsi, le 4 avril, des drones de l'OSCE ont été pris pour cible par l'armée ukrainienne à 2 endroits de la ligne de front, à RPD. Et les soldats ukrainiens ont déjà ouvertement menacé l'OSCE d'abattre leurs drones s'ils les lançaient. De mieux voilà. en mieux. Voilà, donc voilà comment l'Ukraine respecte le cessez-le-feu et les accords de Minsk. J'attends toujours la réaction outrée de l'OSCE face à ces menaces. Enfin, bon, je crois qu'on... Ou de la France et de l'Allemagne qui sont garants des accords de Minsk, on les attend toujours eux aussi. On avait parlé la semaine dernière de cette commission d'enquête qui investiguait sur ce qui s'est passé lorsque le groupe de la 30e brigade des forces armées ukrainiennes avait marché dans un champ de mines en tentant de rentrer sur le territoire de l'RPD. Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, le véritable coupable, je rappelle, le commandant en chef de l'OAT Zabrodsky, ne fut pas inquiété. Par contre, les soldats qui ont été blessés et tués ont été exclus de l'armée, y compris à titre posthume pour les défunts. Véridique. Et privés de tout droit à des compensations ou paiements sociaux suite à ce qui leur est arrivé, car ils ont été déclarés coupables d'avoir violé les règles de sécurité pendant le combat. Donc en clair, pour que les auditeurs comprennent, les familles des morts ne recevront rien. Ils ne recevront pas de compensation financière pour la mort. C'est effarant. Voilà. Et les mutilés n'auront même pas de quoi se faire soigner correctement, ils vont se retrouver au chômage. Voilà. Non mais à la limite, c'est une catastrophe pour les gens qui ont été poussés dans les champs de mines. Mais c'est aussi parce que apparemment c'est une bande de pieds nickelés qui doivent abuser des chocolats magiques à Poroshenko et qui boivent de l'alcool par-dessus. Et le résultat, c'est que évidemment cette affaire-là va être ébruitée dans les rangs de l'armée ukrainienne. Oui, mais c'est surtout que donc leur commandant de peloton, lui, a été sévèrement réprimandé pour avoir mal entraîné ses hommes, soi-disant. Mais le nom de Zabrodsky, le commandant en chef de l'OAT, qui avait donné l'ordre de mener cette opération pieds nickelés, n'a même pas été mentionné dans le dossier. Alors que c'est lui qui avait, je rappelle, donné l'ordre. Donc lui, il est même pas inquiété. C'est lui qui a envoyé les mecs au casse-pipe, mais lui, non, c'est les mecs qui sont responsables d'avoir violé les règles de sécurité. Si vous voulez saborder totalement la hiérarchie de l'armée ukrainienne, vous y prendriez pas mieux. Parce que là, je vois pas qui va vouloir encore obéir aux ordres après un truc pareil. Une fois que l'info aura circulé, je pense que la plupart des soldats diront à leur commandant: écoute, t'es gentil, ton truc c'est casse-pipe, va te faire foutre, et puis t'as qu'à aller la mener toi-même ton opération. Voilà. Et à mon avis, ils vont utiliser l'expression c'est un Zabrodsky pour désigner une opération pourrie. Ça va rester dans l'histoire. À mon avis, là c'est parti pour. On avait parlé d'ailleurs de cette transition entre l'opération antiterroriste, soi-disant, et le passage à l'opération des forces interarmées. Eh bien, Poroshenko a fait une déclaration disant que la fin de l'opération antiterroriste est officiellement prévue pour le mois de mai, pour qui a promis de signer le décret mettant fin à l'opération dite antiterroriste dans le Donbass et de commencer l'opération des forces interarmées dans les territoires qui échappent au contrôle de Kiev en mai. Donc c'est bien, les mecs qui me donnent plus ou moins la date à partir de laquelle on peut s'attendre à ce que ça dérape. C'est ça. Donc donc c'est le temps de faire la petite transition, puisque tu passes pas d'un type d'opération à un autre, sachant que le commandement change en cours de route. Tu peux pas faire ça d'un claquement de doigts. On avait dit que leur préparatif s'étalerait sur le mois d'avril. Maintenant on a confirmation. Donc là ils ont une période transitoire durant laquelle l'OAT a lieu en parallèle avec l'opération des forces interarmées, et ce jusqu'au décret du chef de l'État sur l'abolition de l'opération antiterroriste qui mettra fin à cette période de transition qui avait été annoncée le 6 mars, je le rappelle, par Poroshenko. Voilà. Donc ça va pas changer grand-chose, c'est juste le commandement qui change, c'est passé du SBU à l'armée ukrainienne. Donc il faut le temps qu'il se passe les petits papiers,
les trucs. Disons qu'effectivement, comme tu dis, il nous donne une date ou une période pendant laquelle en tout cas, à partir de laquelle on peut s'attendre. Donc, moi, quand je regarde les tirs là, qui ont lieu récemment, je pense qu'il s'agit d'une volonté de provoquer, entre autres de provoquer une réponse de l'armée de l'RPD pour obtenir donc des tirs en retour. Pour essayer de justifier une future attaque, quoi. C'est-à-dire, je pense que l'Ukraine essaye de justifier médiatiquement avec un bon gros scandale. Ils essayent, mais je pense que c'est peine perdue et ils doivent s'en rendre compte, puisque depuis le temps qu'ils font des provocations, ça ne fonctionne pas. Si c'est peine perdue, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils rééditent ce qu'ils ont fait l'an passé avec des opérations sous faux drapeau, avec les tirs sur Avdiivka et Krasnogorovka, qui avaient fait, je rappelle, quand même des morts et des blessés parmi les civils. Oui, il faut craindre ça, en territoire occupé par Kiev. Ouais. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. Il y aura bien un bataillon néo-nazi. Je pense que c'est la seule solution pour eux pour essayer d'attirer l'aide bienveillante de l'OTAN, parce que tout seuls ils s'en sortiront pas de toute façon, ça c'est clair. La preuve en est que, s'ils ne peuvent pas obtenir l'aide de l'OTAN, ils continuent de rêver tout debout sur le fait d'obtenir l'aide des casques bleus. Donc cette news-là, j'ai hésité à la mettre pendant ce temps-là à Kiev, tellement c'est énorme. C'est le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov, qui a annoncé que la police ukrainienne et la garde nationale se joindront à la mission de maintien de la paix pour mettre fin à l'occupation russe du Donbass. Il a dit, je cite, « Aujourd'hui, nous envisageons plusieurs scénarios pour l'évolution des événements à l'Est et nous sommes conscients que la libération du Donbass et la reprise de la frontière orientale sera une opération menée par la police avec la participation de troupes de maintien de la paix plutôt que l'armée. » En clair, ils veulent utiliser les casques bleus plutôt que les soldats ukrainiens. Donc, quand je disais qu'ils voulaient utiliser les casques bleus comme force d'invasion, j'avais raison. Ah oui, non, mais non, mais j'en ai marre d'avoir raison. Il y a un précédent en Yougoslavie. En Yougoslavie, oui. Donc, il a déclaré ça lors d'une réunion avec des délégués du Conseil de la politique étrangère, le Conseil américain de la politique étrangère, le 6 avril. Et il a dit, pour conclure, et les troupes du ministère de l'Intérieur, la police et les gardes nationales se préparent à cette option. Bon, comment je vais t'expliquer ça, mon grand ? Non, tes néo-nazis pourront pas bosser avec les casques bleus, vu que si c'était une opération réellement de maintien de la paix, ils seraient censés jouer les tampons entre eux et les soldats de l'RPD et de l'RPL. Voilà, mais bon, c'est bien de confirmer ouvertement que les casques bleus que vous voulez seront en fait des supplétifs de votre armée de branquignoles qui est pas capable de faire le boulot toute seule. Donc, si vous n'arrivez pas à attirer l'OTAN, vous essayez d'attirer les casques bleus comme armée d'invasion. Vous n'avez pas peur du ridicule, les mecs, quand même. Enfin, là, ça en dit long comme sur l'état de votre armée. Voilà. Si on vient sur d'autres dossiers, le dossier du MH17 a connu un nouveau rebondissement. Donc, je rappelle, c'est cet avion de la Malaysian Airlines qui avait été abattu dans le ciel du Donbass. Les 298 personnes qui se trouvaient à bord avaient toutes péri. Plus de 3 ans et demi après l'accident, l'enquête patauge toujours. Donc là, mardi, le JIT, qui est donc le comité d'enquête conjoint, a fait des déclarations selon lesquelles, après analyse des données radars fournies par la Russie, aucun missile ni avion n'est visible près du MH17, mais qu'un missile Buk aurait pu être invisible pour les radars russes. Alors, ils ont demandé à soi-disant des experts radars indépendants. Je sais pas où ils ont été les chercher, parce que les mecs, ils sont grandioses, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les mecs, donc, ils ont examiné les images radars, et leur conclusion, c'était qu'un missile Buk aurait pu être tiré à partir du lieu de tir établi par le JIT, c'est-à-dire à peu près vers la zone de Snezhnoye, donc à l'est de l'endroit où se trouvait l'avion lors avant qu'il ne soit touché. Donc, ils auraient pu être tirés sans qu'ils soient visibles sur les images radars. Voilà. Et donc, les experts radars confirment aussi qu'aucun autre avion n'est visible près du MH17 sur les images radars fournies. Alors, pour ces soi-disant experts, je dis bien soi-disant, pour eux, l'explication de l'absence du missile Buk sur les images radars, ce serait parce que ça vole beaucoup plus vite que les avions civils et que les réglages d'une station radar civile enlèvent en fait ce genre d'objet trop rapide pour éviter d'encombrer l'image radar. Donc, alors le must quand même, c'est la conclusion,
qui en est faite, à savoir que cette analyse confirme les conclusions que le JET avait lui-même déjà présentées, à savoir que l'absence d'un missile dans les images radar peut s'expliquer par plusieurs raisons et que ça ne signifie pas qu'il n'était pas dans l'espace aérien. Alors, je voulais reprendre ce point, parce que c'est un truc qui est quand même important et qui démontre quand même le côté complètement partial du JET et le côté complètement pourri du rapport qu'ils avaient sorti en 2016. Parce que dans ce rapport, ils nous avaient dit que puisque les radars ne voyaient pas d'avions de chasse à proximité du MH17, c'est qu'il n'y en avait pas. Et là, ils sont en train de nous dire que c'est pas parce que les radars russes ne voient pas de missile book qu'il n'y en a pas. Ah, ouais. Pourquoi ça marche pour le missile book et pas pour le... Parce que dans un cas, l'absence d'avions de chasse sur les images radar discrédite l'hypothèse de l'avion de chasse, sauf que il y aurait largement des possibilités puisque ces radars, dans la zone où l'avion a été touché, ne peuvent pas voir en dessous de 5 km d'altitude du sol, d'altitude. Voilà, donc dans un cas, l'absence sur les images radar discrédite une hypothèse, par contre, dans l'autre cas, ça la discrédite pas. Ça discrédite pas l'hypothèse du book, le fait qu'on n'en voit aucun venir, en tout cas depuis l'Est. Parce que... des conclusions à géométrie variable, je veux dire. Voilà. C'est pas très étonnant. Là, c'est complètement incohérent. En plus, le pseudo-argument de la vitesse pourrait s'appliquer à un avion militaire comme le MiG-29, pas comme le Sukhoi 25 qui avait été envisagé à un moment, mais le MiG-29 dont est dotée l'armée ukrainienne, oui, puisque sa vitesse maximum est de 2400 km/h, soit 667 mètres secondes, soit environ 2,5 fois celle d'un avion civil. Je rappelle que la vitesse d'un Buk M1 est au maximum de 850 mètres secondes, soit 3 fois la vitesse d'un avion civil. Donc, si réellement les radars civils filtraient les objets dont la vitesse est beaucoup plus élevée que celle d'un avion civil, comme le prétend le JIT, un MiG-29 devrait être invisible pour un tel radar. Voilà. Et bien pour ceux qui pensent que oui, mais bon, un missile Buk c'est plus petit qu'un avion de chasse et que donc à cause de sa taille, il aurait pu échapper au radar. L'armée russe avait déjà expliqué en 2016 que cette même station radar russe avait détecté un drone ukrainien qui volait le jour du crash du MH17 tout près de la frontière russe. Un drone qui était bien plus petit qu'un missile Buk. Et le drone n'ayant pas de transpondeur, contrairement à un avion civil, ça démontre bien que la station radar dont ils ont fourni les données, qui est une station radar Outyoste qui était basée à Oust-Donetsk, est un radar primaire. C'est-à-dire, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est un radar qui ne dialogue pas avec le transpondeur de l'avion, mais qui envoie un signal sonore et analyse ce qu'il reçoit en retour. C'est électromagnétique, électromagnétique, pardon. Or, pour toute personne connaissant le fonctionnement, même un minima d'un radar primaire, le pseudo-argument sorti par le JIT ne tient pas la route, et c'est ce que le fabricant du missile Buk Almazantey vient de dénoncer en déclarant que les conclusions du JIT, c'est n'importe quoi, c'est complètement impossible. Ils ont dit si un missile Buk avait été lancé à partir de la région désignée par l'équipe commune d'enquête, il aurait atteint une vitesse d'environ 600-620 mètres par seconde dans la zone d'approche du Boeing 777 MH17, ce qui est bien à portée du complexe radar. Par conséquent, il aurait assurément été enregistré par la station radar Outyoste. Il a même d'ailleurs tenu à tacler la méthode de travail du JIT qui a exigé que les données radar, je le rappelle, lui soient fournies dans un format international qui est bien moins complet que les données brutes fournies initialement par la Fédération de Russie. Car selon Almazantey, qui lui s'est tapé l'analyse des données radar brutes, effectivement, il n'y a aucun missile qui n'a approché le vol MH17 par l'Est, c'est-à-dire depuis la zone estimée par le JIT et qui était sous contrôle de la RPD à ce moment-là. Par contre, cette station ne peut pas garantir que ce ne soit pas le cas venant d'autres directions comme l'Ouest et le Sud où se trouvait l'armée ukrainienne, car elle ne couvre pas correctement ces zones pour des raisons de relief et de distance. Or, le JIT n'a pas analysé ces données-là, mais une version expurgée dans ce fameux format Astérix, ce qui leur permet d'en venir à cette conclusion saugrenue, puisque les données qu'ils ont analysées sont de facto incomplètes car filtrées. Donc ils peuvent mettre leurs conclusions farfelues sur le dos du filtrage des données affichées. Voilà. Donc Almazantey a tenu quand même à rappeler que au départ c'était des données radar primaires qui avaient été transmises aux spécialistes néerlandais dans le fichier de format d'enregistrement primaire. Donc c'est vraiment un fichier qui enregistre tous les échos reçus par le radar du moindre pigeon jusqu'au missile Buk et que le radar Outyoste n'a aucune limitation sur les objets se déplaçant que la vitesse soit inférieure ou supérieure à 1000 mètres par seconde. Donc un Buk à 600-620 mètres par seconde aurait parfaitement été détecté. Donc voilà pourquoi cette absence de limitation, justement parce que cette station est dotée d'un radar
primaire. Donc comme je le disais, ça fonctionne sur un mode très basique. Le radar envoie des ondes qui lui reviennent une fois réfléchies par un objet, ce qu'on appelle un écho. Le radar analyse ensuite ces échos pour savoir la distance, l'angle et la vitesse de l'objet par rapport au radar. La vitesse des ondes envoyées étant celle de la lumière, on peut voir très supérieure à celle d'un missile Buk, ce qui invalide totalement l'argument du JIT si on analyse les données brutes du radar et pas les versions filtrées qui bien sûr excluent tout un paquet d'objets que les contrôleurs aériens n'ont pas besoin de voir sur leurs écrans. Ils n'ont pas besoin de voir qu'il y a une nuée de pigeons. Voilà. On peut rappeler un petit détail, hein, peut-être que tu l'as signé un peu plus loin dans ce que tu viens de dire, mais l'écho-radar, l'émission électromagnétique du radar se propage à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde. Donc ça signifie que l'incapacité soi-disant des radars de détecter des avions avec des vitesses supérieures ou des objets volants à des vitesses supérieures à celles des avions, ça tient pas la route. Et ça tient d'autant pas plus la route que le radar qui donc capte à peu près tout. Après, c'est filtré en fonction de l'intérêt de celui qui cherche à savoir ce qu'il vole. Il faut savoir quand même que pendant longtemps, l'URSS a été survolée par des avions espions américains à très haute altitude, et en particulier par un SR-71 sauf erreur, qui était un des avions les plus rapides à l'époque, jusqu'à ce que les Russes sortent le fameux MiG-31 qui est presque capable d'aller aussi vite. Et donc un radar qui serait incapable de détecter un avion de cette sorte-là, qui existe depuis longtemps, le MiG-31 n'est pas quand même un avion qui vient de sortir. Non, mais c'est ça, quoi. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Les Russes n'auraient pas pu se contenter de mettre un radar incapable de détecter autre chose que des avions. Surtout un radar qui est aussi près de la frontière ouest de la Fédération de Russie. Bah oui. Donc faut pas prendre les Russes pour des cons non plus. Voilà, donc Almazantey a aussi rappelé que le format d'enregistrement primaire qui était utilisé par la partie russe était impossible à modifier sans que ça se voie, puisque ça détruit la structure du fichier. Donc tout changement aurait été visible pour les spécialistes, et c'est pour ça qu'ils les avaient fournis en format brut. Donc la Russie voulait qu'aucun doute ne soit laissé et sur la fiabilité des données et sur leur exhaustivité, puisqu'il n'y avait pas de filtre, tout est visible, du drone au missile Buk en passant par les avions de ligne et les avions de chasse. Donc en ne voulant pas faire l'effort, soi-disant, de travailler sur les données brutes, quitte à demander l'aide d'experts russes, le JIT peut ainsi continuer de dire que l'absence de preuves tangibles soutenant son hypothèse ne remet pas cette dernière en question. Ce qui montre bien que le but du JIT, c'est pas vraiment de découvrir la vérité sur cette tragédie, mais bien de coller un scénario déjà écrit par tous les moyens possibles et inimaginables, quitte à tordre les preuves pour leur faire dire ce que l'on veut. Ça ressemble quand même beaucoup à l'affaire Skripal, il n'y a rien qui tient debout, et même quand les preuves contredisent, ou même les faits contredisent l'hypothèse officielle, c'est pas grave, on continue de rester dessus, sans plus une incohérence près. Des Skripal qui ressuscitent au moment de Pâques miraculeusement, soi-disant un agent innervant bien plus puissant que le gaz VX, leurs animaux qui ont été euthanasiés, les cochons d'Inde ils ont été laissés à crever de faim et le chat il a été euthanasié, et après ils ont tout incinéré. Donc, des fois qu'on aurait l'idée de faire 2-3 petites analyses pour vérifier que ils n'avaient pas pu s'être exposés à du Novichok, que moi je suis la reine d'Angleterre, quoi. Mais en fait, effectivement, je pense que dans les deux cas, les résultats finaux sont nocifs pour la propagande, puisque et je mettrai le lien, moi, en plus, dans la description des liens que tu m'auras transmis. C'est celui de la vidéo de la réunion du Conseil de sécurité en urgence qui a été demandée par la Russie. On voit très bien les représentants des pays occidentaux utiliser sans conditionnel, c'est-à-dire affirmativement, que la Russie est responsable d'avoir abattu le MH17, ce qui est complètement délirant. Voilà, comme la Syrie est accusée d'avoir gazé avec des gaz chimiques les soi-disant civils à Ran Sheron. En avril dernier, il y a un an. De toute façon, il n'y a rien qui est prouvé, mais c'est pas grave, vous avez déjà le coupable. C'est magnifique avec une justice comme ça, et ça se dit des États démocratiques, tout va bien. C'est ça. Voilà. Pendant ce temps-là, donc, on va parler des liens toujours plus forts entre les RPD, les RPL et la Russie. Donc, j'avais parlé il y a quelques semaines en arrière de cette idée de loi. Qu'Andrei Kozenko, qui est le coordinateur du comité d'intégration Russie-Donbass, il voulait permettre de faciliter
Déjà le séjour des citoyens de l'RPD et de l'RPL en Russie et leur faciliter la recherche de travail. Ça a été fait. Donc il a soumis avec d'autres députés et des membres du Conseil fédéral de la République de Crimée un projet de loi qui devrait permettre aux résidents de l'RPD et de l'RPL de venir en Russie, d'y résider plus que 90 jours et de pouvoir travailler sans permis de travail. Donc actuellement, pour l'instant, ils doivent demander un permis de travail. Donc les auteurs de cette initiative sont les membres du Conseil fédéral de la République de Crimée, Olga Kovitidi et Sergei Tsekov, ainsi que donc les députés de la Douma de cette région, à savoir Natalia Poklonskaya, la fameuse qui avait été la procureure très célèbre de Crimée, la jolie procureure. Très jolie procureure de Crimée, et Andrei Kozenko, en plus d'eux des députés du Parti communiste russe, Kazbek Tassayev et Sergei Chargounov, dont on avait déjà parlé, ainsi qu'Alexei Jurabliov, qui était venu ici, qui s'était retrouvé sous les tirs d'obus de mortier de l'armée ukrainienne. Figure aussi parmi les auteurs de ce projet de loi. Une petite parenthèse là, on ne serait pas en train de poursuivre l'intégration subtile oui, tout en douceur de l'RPD et de l'RPL, si, exactement. Donc les porteurs de ce projet de loi rappellent que pour les citoyens étrangers qui peuvent venir sur les territoires russes sans visa, il existe une procédure assez permissive pour travailler avec un permis de travail. Ils ont d'ailleurs souligné qu'un certain nombre de catégories de citoyens étrangers ont le droit de travailler à titre exceptionnel sans permis ou brevet de travail, à savoir les citoyens étrangers reconnus comme réfugiés et ayant obtenu l'asile sur le territoire de la Fédération de Russie. Et en fait, ce projet de loi propose de compléter la liste des personnes dispensées de la nécessité d'obtenir un permis de travail ou un brevet de travail par la catégorie suivante: les citoyens étrangers qui sont citoyens ukrainiens ou les apatrides résidant en permanence sur les territoires de certaines régions, des régions de Donetsk et de Lugansk en Ukraine. Donc en clair, les citoyens de l'RPD et de la RPL. Dans le même temps, les parlementaires ont soumis à la Chambre basse un projet de loi qui accompagne cette première loi, dans lequel il est proposé d'augmenter la durée de séjour en Russie pour cette catégorie de citoyens étrangers. Cette prolongation de la durée de séjour, selon les rapporteurs de ce projet de loi, serait dans la continuité du décret de Vladimir Poutine du 18 février 2017 qui reconnaissait comme valides les documents produits par la RPD et par la RPL pour rentrer en Russie. Donc on reste dans la continuité de ce qui a été fait par Vladimir Poutine. Donc ils ont rappelé que actuellement, pour ceux qui viennent sans visa, comme c'est par exemple mon cas, en Russie, la durée du séjour temporaire en Fédération de Russie ne peut pas dépasser 90 jours tous les 180 jours. Donc tu ne peux pas passer plus de 3 mois tous les 6 mois en Russie. Donc leur but, c'est d'abolir cette durée limite et d'abolir la nécessité de demander un permis de travail. Donc en gros, les citoyens de l'RPD et de l'RPL seraient traités à égalité avec les citoyens biélorusses. Ça vous donne une petite idée du niveau d'intégration, quand même, avec la Fédération de Russie. Voilà, je dis ça. Je laisse nos auditeurs en conclure ce qu'il y a à en conclure. En Ukraine, par contre, ça part de plus en plus en live, y compris religieusement, puisque des représentants de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev ont saisi une chapelle appartenant à l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, dans le village de Ptitchia, dans la région de Rovno. Ça a été rapporté mardi par le service de presse du diocèse de Rovno. Il faut savoir qu'il y avait eu une saisie en fait de l'église de la Sainte Dormition dans ce village de Ptitchia. Et en fait, juste après la levée officielle de la saisie, le 2 avril, des partisans du patriarcat de Kiev se sont en fait emparés de l'église par la force. Donc ils ont vu arriver vers 23h50 des véhicules remplis de combattants d'Aïdar et d'Azov, je rappelle des bataillons néo-nazis. Ils sont arrivés devant l'église et avec leur aide, en fait, les partisans pro-église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev ont en fait chassé les représentants de la communauté de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou hors du temple en les menaçant avec des armes. Bon, je rappelle, c'est un endroit sacré quand même. Oui, mais ça prouve qu'ils n'ont aucun respect pour ce qui est sacré, justement. Non, voilà. Donc, selon le diocèse, d'ailleurs, 2 escadrons de police étaient 2 services sur les lieux, mais ils ne sont pas intervenus pour empêcher cette expropriation sauvage. Non, mais quand on dit que la police ukrainienne est complice de tous ces néo-nazis, etc., je crois qu'on en a de nouveau une belle preuve. Je rappelle que depuis le Maïdan de 2014, donc le coup d'État qui a eu lieu en Ukraine, la confrontation entre les 2 églises orthodoxes
sachant que celle du patriarcat de Kiev est soutenue par les ultranationalistes, pour pas dire les néo-nazis. Cette confrontation s'est intensifiée dans le pays, hein. Les attaques contre les représentants du patriarcat de Moscou ainsi que les profanations et tentatives de destruction des églises du patriarcat de Moscou sont devenues régulières. Depuis le début de l'année 2018, on en est déjà à plus de 10 cas de ce genre. Entre autres, des temples des régions d'Odessa, de Soumy, de Kirovograd et de Kiev ont souffert de l'action de vandales. Donc soit ils mettent le feu et en balançant des cocktails Molotov à travers les fenêtres des églises, soit... voilà, donc là ils les prennent de force, ils les détruisent d'une manière ou d'une autre, ils les vandalisent ou ils volent des trucs à l'intérieur, bon, c'est magnifique. Et le silence complet des Occidentaux. Ouais, c'est magnifique, hein. Démocratie, tout ça. Respect des droits de l'homme, du droit de croyance, voilà, liberté de conscience, des choses, tout ça qui sont des valeurs défendues mordicus dans les médias et qui sont manifestement totalement foulées aux pieds dans un pays qui est censé, je dirais, intégrer l'Union européenne. Oui, en tout cas c'est ce qu'ils veulent. Ouais. Alors on a deux pendant ce temps-là à Kiev. Oh là là. Alors le premier c'est un député ukrainien. Oui. Donc, qui a annoncé que le projet Nord Stream 2 menace la sécurité européenne et même celle de l'ensemble de la planète. Oui. J'ai lu ça aussi. Ça, c'est épique. Alors, je félicite d'ailleurs la main du Kremlin qui a écrit cet article sur Sputnik, qui est quand même magnifique. Faut aller le lire en entier, hein. Je ne mets qu'un extrait là parce que mais allez le lire, franchement ça vaut le coup. Donc c'est Maxime Bourbach, hein, qui est leader de la fraction Front Populaire au sein de la Rada, qui a décidé d'endosser le rôle du sauveur de la planète en tirant la sonnette d'alarme, puisque selon lui la construction du gazoduc Nord Stream 2 constitue un pas dangereux et irresponsable qui pourrait se traduire par un monopole russe sur le marché gazier européen. Alors il a demandé à la Rada de voter un appel à la communauté internationale pour arrêter le chantier avant qu'il soit trop tard. Oui. Et alors il est parti dans une diatribe, c'est épique, je le cite textuellement. Les conséquences de la réalisation du projet Nord Stream 2 dépasseront le commerce et les affaires internes de l'UE et conduiront à la déstabilisation économique et politique de l'ensemble de l'Europe et par conséquent du monde entier. Je vous jure, c'est exactement ce qu'il a sorti. Voilà. Bon, en vrai, l'apocalypse, ça sera surtout pour l'Ukraine. Hein, puisque je rappelle que ils profitent bien du transit gazier, du gaz russe vers l'Europe, puisque l'année dernière, ils sont quand même empochés environ 3 milliards de dollars grâce aux taxes de transit. Donc, on comprend qu'ils s'inquiètent un petit peu de perdre la poule aux œufs d'or. Surtout qu'après les premières guerres du gaz qui avaient vu des coupures du flux de gaz russe vers l'Europe à 2 reprises, en hiver 2006 et l'hiver 2009, la Russie et les pays européens avaient développé des routes alternatives contournant le territoire ukrainien, ce qui avait fait chuter le transit ukrainien de 100 millions de mètres cubes à 50-70 millions de mètres cubes par an. Donc déjà une bonne chute. Et là, la construction de Nord Stream 2 et de Turkish Stream, qui relierait la Russie et la Turquie via la mer Noire, permettrait de contourner complètement l'Ukraine et de se passer totalement du transit ukrainien. Je pense qu'on se dirige vers ça, d'ailleurs, vu que Gazprom est en train de liquider ses contrats avec Naftogaz. Donc là, l'Ukraine commence à un petit peu réaliser que toutes ces conneries, c'est bien d'être russophobe, mais quand ça te coûte 3 milliards par an... C'est des pieds nickelés, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Alors là, ils en deviennent quand même ridicules. Heureusement pour eux que le ridicule ne tue pas, parce que sinon il y aurait une hécatombe au sein de la Rada. Et pas que. Parce que nous retrouvons pour le deuxième pendant ce temps à Kiev notre clown préféré. Poroshenko. Pour qui? Alors lui, il a dû faire vraiment une overdose de chocolat magique. Il a dû se gourer dans la recette, il a dû mettre de la weed en quantité industrielle. Ouais, et s'est rendu compte de ça après. Quoi. Ou alors c'est le poisson d'avril présidentiel, parce que c'était sorti le 1er avril, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Mais il a déclaré que les troupes russes quitteront le Donbass lorsque les forces internationales de maintien de la paix seront déployées. Yes.
Ouais. Donc il a sorti tout un paquet de conneries, c'est monstrueux. Donc il a sorti que la trêve annoncée pour Pâques était nécessaire de toute urgence parce qu'elle est assortie, soi-disant, de conditions permettant d'introduire une mission spéciale de maintien de la paix en vertu d'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est absolument pas vrai. Oui, mais ça fait rien, je veux dire. C'est voilà, on est dans un. C'est juste que le respect total de la trêve est un prérequis Voilà. pour l'arrivée des casques bleus, de toute façon, quel que soit le plan choisi. Donc c'est pas spécifiquement cette trêve, hein, c'est juste le respect de la trêve de manière générale. Et alors, il dit donc pour que les soldats de la paix viennent dans tout le territoire occupé. Donc ça, il a déclaré ça dimanche 1er avril lors de sa visite de travail dans la région de Donetsk, donc occupée par l'armée ukrainienne. Et donc pour lui, pour Porky, la présence de casques bleus dans l'ensemble du territoire soi-disant occupé favorisera le retour des troupes en Russie, des troupes russes en tout cas, et le retrait de toutes leurs armes et équipements. Donc il a dit parce que donc quand les soldats de la paix apparaîtront partout, à Novozovsk, à Stanislavskaya, ils seront également présents à Donetsk, à Lugansk. Il n'y aura pas de place pour l'armée russe. Ils reviendront de l'autre côté de la frontière. C'est cela, oui. Alors vu qu'il n'y a pas d'armée russe ici et que on attend toujours les photos, hein. Les photos satellites qui sont censées les montrer d'ailleurs, ces troupes russes. Hein. Tu vas faire passer quoi par la frontière en fait, très exactement, parce que les équipements de l'armée d'ici, c'est des équipements qui ont été piqués à l'armée ukrainienne, ou rachetés, ou volés, ou pris suite à des victoires, ou au tout début de la guerre. Il n'y a pas une pièce d'équipement russe ici. Enfin, il y en a qui vont arguer du fait que ce sont des armes russes, en oubliant évidemment copieusement que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. En fait. Voilà, exactement. Ce sont des armes soviétiques. Je veux dire, les antiquités qu'on a, j'ai encore passé une partie de la journée sur un BTR des forces armées de la RPD. C'est pas du dernier cri, c'est pas les modèles russes, c'est des modèles soviétiques, c'est des modèles qui sont en dotation dans l'armée ukrainienne. Ouais. Donc, je veux dire, et puis croire sincèrement que l'armée russe va avoir peur d'une bande de casques bleus. Non, mais je pense en plus que, si tu veux, moi je pense qu'il y a une solution au problème économique de l'Ukraine. Je recommande, et j'espère que les diplomates ukrainiens en France comprendront en écoutant le CITREP, n'est-ce pas, qu'il est possible, en fait, peut-être de remonter la situation économique en ouvrant une école du rire à Kiev, parce que là, je pense que, en termes de comique, l'Ukraine est en train de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Ils ont un niveau de compétence, là, personne peut tester, sérieusement. Pour sortir des énormités pareilles, les soldats russes vont avoir peur des casques bleus, quoi. Bon, il faut quand même les alimenter en weed, parce que ça les décoince un peu, visiblement. Ou en chocolat magique, ou en boîte de frelaté. Enfin, je sais pas ce qu'ils picolent, mais... Ou alors vraiment, c'est son poisson d'avril présidentiel, ils ont oublié de faire le démenti après, je sais pas, mais... C'est possible. Mais là, c'est énorme, quand même, taux de conneries à la seconde, là, quand même... il a fait fort, là. Il a fait fort, le Poroshenko. Donc voilà, donc ça, c'est les nouvelles de la semaine. Eh bien. Donc, comme on voit, c'est plutôt mal barré, surtout que, bon, en Ukraine, vu que ils se prennent tous pour le cirque Pinder, au niveau des autorités, c'est quand même mal barré. Si c'est ces mecs-là qui établissent la stratégie militaire, je comprends pourquoi ça patauge, Je comprends pourquoi ils ont du mal à lancer quoi que ce soit, parce que avec des stratèges comme ça... Des tocards, c'est une bande de tocards. Ils ne prennent pas conscience des conséquences de leurs actes et de leurs décisions. Enfin, comme tu parlais. Et puis surtout, je crois qu'ils sont vraiment pas conscients du degré de ridicule consommé de leurs déclarations. Ah oui. Je sais bien que c'est pour usage interne, mais enfin même pour usage interne, c'est vraiment prendre les Ukrainiens pour. Enfin, je crois que même un chimpanzé trisomique n'arriverait pas à gober des conneries pareilles. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, quoi?
Et puis cette histoire de, comme tu disais tout à l'heure, où ce sont les victimes qui ont été désignées comme responsables comme responsables de leur mort, d'avoir violé les règles de sécurité parce qu'ils ont traversé un champ de mine. Enfin bon, là, on marche complètement sur la tête. Je te dis, là, c'est si vous laissez aborder la hiérarchie militaire des forces armées ukrainiennes, là, je crois qu'ils ont réussi, hein, parce que je dis après ça, je pense que des initiatives comme celle du commandant de la 36e brigade qui avait joué les malades, hein, en mode non mais la situation est trop grave dans notre secteur, on peut pas mener d'incursion avec l'aide de journalistes à moitié véreux. Je crois que ça va se multiplier, hein. Je crois qu'il y a un paquet de commandants qui vont faire porter leurs hommes à moitié pâles en disant non, je peux pas, ils ont de la fièvre, ils ont mal à la tête aujourd'hui, on va pas pouvoir y aller. Tu vois, je pense que ça va être des conneries comme ça, parce que c'est pas possible. Je veux dire, quand les commandants d'unité soit les commandants de brigade ou même les commandants de bataillon, de peloton, ils vont voir ça, ils vont dire mais attends, quand ils vont voir que c'est de manière évidente les envoyer au casse-pipe, soit ils vont déserter, soit ils vont picoler, soit ils vont se suicider, soit ils vont envoyer leurs supérieurs se faire foutre. Enfin, je veux dire. Il y en a un qui va devenir célèbre avec son nom. Hein. Ah bah Zabrodsky, oui, là, vraiment, franchement, grandiose, lui. Hein. Mais franchement, il a bien joué son coup, hein, cette espèce de salaud, hein, avant de partir. Voilà. Oui, mais je pense que. Il va s'en sortir avec les honneurs. Ouais, mais si son nom est associé à quelque chose de pas très reluisant, il va peut-être finir par en avoir marre. Hein. Enfin bon, fallait pas y penser avant. Il finira peut-être suicidé comme le pilote Voloshin, hein, qui avait été soupçonné d'être impliqué dans l'abattage du MH17, hein, qui s'est suicidé miraculeusement. Tu veux dire 3 balles dans la nuque, c'est ça, non? Attends, il se serait tiré. Il serait tiré dans le cœur. Ah, dans le cœur, ouais. Si je me souviens bien des informations que j'avais vu circuler. Tout à fait classique. Dans le cœur, mais par le dos, non? Depuis le dos, non? C'est ça, non? Je veux dire, ça tient pas la route. Je veux dire, quand tu te suicides avec une arme à feu, tu vises la tête, oui. Bah oui. Tu vises la tête, hein. Se viser le cœur, c'est quand même pas très simple, hein, quand même. Hein. Pas très confortable. T'as de bonnes chances de te louper en plus. Oui, parce que le cœur, on sait pas trop où il est. Hein. On en a une idée vague, mais on peut très bien passer à côté. Hein. On peut passer à côté. Hein. Puis bon, même si tu arrives à toucher en plein dedans, tu peux quand même arriver à survivre. Hein. Si tu reçois des soins rapides, tu peux. Donc, tu as quand même une bonne chance de t'en sortir. Donc, c'est pas la méthode la plus efficace. Voilà, alors que le cerveau, là, c'est létal, direct. Hein. Le cerveau, c'est voilà. T'as peu de chances d'en réchapper quand même. Ouais. Donc, c'est bizarre comme ça. Mais je pense que c'est assez mal barré. Donc, je pense qu'avril, on va voir un crescendo lent. Le temps qu'il fasse cette fameuse transition entre l'opération antiterroriste et donc cette opération des forces interarmées, avec des provocations comme là ce tir sur Yelenovka. On voit vraiment que le but, hein, c'est de provoquer la colère des soldats de l'RPD, de l'RPL, pour les pousser à tirer, pour les pousser à répondre. Ouais, mais je pense que ça quasiment sûr qu'il y a tout un paquet de journalistes qui attendent de l'autre côté en se faisant chier comme des rats morts en attendant la réponse qui vient jamais. Résultat des courses, moi, ma grosse crainte, c'est l'opération sous faux drapeau avec victimes civiles côté ukrainien. Je partage totalement ton avis de ce point de vue. Je pense que le plus grave danger est de très très loin, parce que je pense que les soldats vont pas répondre à la provocation. Par contre, ils vont organiser un false flag, ça paraît évident. Ça paraît. Et je pense qu'ils vont mettre le paquet pour. C'est des habituels. Hein, oui, bah voilà. Hein, je veux dire, effectivement, les sponsors américains. Et même occidentaux en général. Méthode éprouvée, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est ma crainte. Donc je pense que avril va avoir un crescendo lent, le temps qu'il fasse cette transition, et puis dès que le décret sera signé, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils se lancent. En tout cas, s'ils arrivent à organiser leur armée de manière plus ou moins potable et à les faire obéir, ce qui est peut-être pas forcément garanti après le coup de Zabrodsky là. Donc ça c'est un peu voilà la situation pour le moment. Mais de toute façon, vu la situation en Ukraine, vu que Poroshenko a besoin de maintenir son siège jusqu'aux prochaines élections, tout en se débarrassant de ses adversaires politiques comme la Savchenko, comme la Timoshenko, etc. Je veux dire, à un moment, la guerre va s'imposer, je pense, comme étant la solution de facilité pour distraire l'attention de la population et pouvoir aussi d'ailleurs suspendre le processus électoral, parce que pendant que tu es en guerre... Oui.
absolument. Ça peut être aussi une solution, ou en tout cas essayer d'obtenir l'aide de l'OTAN. Ils sont en train de chouiner pour obtenir l'aide de l'OTAN ou des casques bleus. Donc je pense que ces provocations, ça a pour but d'obtenir un scandale médiatique, du type attaque chimique en Syrie, même genre, pour obtenir en fait un casus belli qui permettrait d'obtenir l'assentiment de l'OTAN pour venir prêter main forte à l'Ukraine, qui sans ça, de toute façon, on n'y arrivera pas. Je veux dire, même un ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Grichenko, a dit, de toute façon, sans une aide de l'OTAN, si l'Ukraine se lance dans une attaque du Donbass, ça va très mal se finir. Il a dit clairement, pour lui, l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État serait menacée. C'est bien, je suis rejointe dans mes conclusions que j'ai depuis plus de 6 mois, 1 an, par un ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien. Je veux dire, c'est quand même pas la moitié d'un débile. Et il a été ministre sous Yanukovych. Et le mec te dit, là, si vous y allez sans l'OTAN avec vous... il se rappelle de Debaltseve. Oui, voilà, lui, il a oublié d'être amnésique, il se souvient des chaudrons, et puis surtout, il se souvient que en termes de ranking de l'armée, je rappelle, l'Ukraine est désormais 30e quand la Russie est 2e, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui. Donc voilà. Donc situation à suivre. Je pense que les prochaines semaines resteront relativement, je vais pas dire calme, mais on va aller vers un crescendo très lent jusqu'au mois de mai, jusqu'à la signature de ce décret. Et je pense que après la signature du décret, ça sera une autre histoire. Ouais. Mais en tout cas, on voit que la trêve de Pâques, elle est complètement morte-née. Il y a eu un seul jour où on était descendu à deux violations du cessez-le-feu. Dès le lendemain, c'était reparti comme en 14. Je veux dire, puis là, les dernières 24 heures, là, plus d'une vingtaine de violations. Donc là, on était resté toujours entre 14 et 19. Bon, là, on est passé au-dessus des 20. C'est pas top quand même. C'est vraiment pas top. Donc voilà. Donc situation à suivre, et je te dis à la semaine prochaine pour le 86e site-rep. Merci Christelle, à la semaine prochaine, samedi prochain. Ouais, ciao. Ciao, au revoir.